Le 1er octobre 2005, une entreprise reçoit une subvention d'investissement de 100 000 euros pour acheter une machine industrielle de 250 000 euros dont la durée d'utilisation et d'usage est de 5 ans. Donc vous voyez, déjà, première chose, c'est bien une subvention d'investissement pour acheter une IMO amortissable. On est d'accord ? La durée d'utilisation et d'usage est de 5 ans. La subvention est versée le 1er décembre 2005 alors que l'octroi, c'était le 1er octobre. On est d'accord ? Et l'entreprise achète l'IMO le jour même et qu'elle paye par chèque. La machine est amortissable fiscalement en dégressif. Vous prendrez un coefficient 1,75 ici. L'inventaire se situe le 31-12 de chaque année. Première question, écriture de 2005 à 2009. Donc, une petite remarque d'abord. Est-ce que vous êtes d'accord, vous le comprenez, que puisque l'étalement se fait proportionnellement aux annuités d'amortissement fiscalement autorisées, il faut faire d'abord le tableau d'amortissement de l'IMO, bien entendu. D'accord ? Alors, on va rappeler ce que nous avions vu déjà dans d'autres cours précédents, bien sûr. Alors, amortissement comptable, donc ici le constant, vous êtes d'accord ? Rappelez-vous, toujours la même chose. Hein. Là, je n'invente pas, on a passé des heures là-dessus. Hein. Toujours le même principe. Amortissement comptable, donc ici le constant. Rappelez-vous ici, durée de vie 5 ans. Le bien a été acheté en cours d'année, vous êtes d'accord ? Donc, le nombre d'années d'annuité complète pour acheter le bien, c'est donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans, ce qui est logique, on est bien d'accord, vous voyez, on ne change rien. C'est du constant, la base de calcul, la valeur d'entrée de 150 000, le taux 20%, toujours pas de problème. Les annuités, vous vous souvenez, il faut justifier la première et la dernière. Donc pour la première annuité, ici, c'est 250 000 fois 20%, alors fois 90 sur 360. Pourquoi ? Parce que ça a été acheté excusez-moi, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, pour acheter une machine industrielle dont la durée d'utilisation sur 30 sur 360, pardon, 30 puisque ça a été acheté, excusez-moi, le 1er décembre. On est d'accord ? Okay, parce que le 1er octobre, c'est la date d'octroi. On commence à amortir lorsqu'on a acheté le bien, pas lorsqu'on a eu l'octroi de la subvention, ça n'a rien à voir. Okay, on l'a acheté le 1er décembre, donc amortissable 30 sur 360, on est d'accord. Annuité cumulée, la VNC, etc., le grand classique. Très bien. Maintenant, vous savez, hein, je vous ai toujours dit que moi, à titre pédagogique, je sépare les tableaux, on est d'accord, alors que logiquement, le jour de l'examen, vous le mettez en format paysage et vous mettez tout dans la continuité. Hein. Donc le fiscalement autorisé, donc ici le dégressif. Rappelez-vous, vous avez besoin de la première colonne, vous vous souvenez, le taux constant par rapport à la durée de vie restant à vivre pour savoir quand, à partir de quel exercice, on doit repasser en constant, on est d'accord ? Donc le taux 0,35 bien sûr, et après on passe à 0,5 et 1. Alors je vous rappelle qu'ici, je vous ai dit de prendre un coefficient de 1,75. Pourquoi ? Parce que ça a été acheté avant le mois de décembre 2008, donc les coefficients pour une durée de 5 ans étaient de 1,75. Je vous rappelle qu'entre décembre 2008 et fin décembre 2009 à ce jour, il y a eu une augmentation de 0,5 des points. D'accord ? C'est-à-dire que ça serait aujourd'hui, on aurait mis de 25, on est d'accord ? Ne vous inquiétez pas, parce que dans le cadre d'un examen, compte tenu du fait que ça vient de changer, on vous préciserait les coefficients à utiliser, bien entendu. Donc, on est d'accord. La base de calcul en dégressif, la première base de calcul, c'est la valeur d'entrée de l'IMO, on est d'accord. Après, les annuités classiques et les bases de calcul des années qui suivent sont égales à la VCN de l'année précédente. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Pas de souci majeur. Bien entendu, vous allez voir que maintenant, on va pouvoir passer les écritures. Jusque-là, il n'y a pas de problème particulier. Le indice, constatation de l'octroi de la subvention, 441 à 13. Vous voyez, à 13, parce que là, l'entreprise a choisi, vous allez voir, d'étaler la subvention sur plusieurs années. Est-ce qu'on est d'accord ? Si elle n'avait pas voulu le faire, elle aurait mis 441 à 777. On est d'accord ? Donc 441 à 13 pour 100 000 euros. Le 1,12, elle reçoit le chèque, donc 512 à 441. Le même jour, elle achète l'IMO, donc 21,54, 44 562 à 512. L'IMO vaut 250 000 hors taxes, la TVA classique et donc la banque pour le montant TTC, pas de souci.
Ensuite, vous voyez, on était au 1-12-2005 au moment de l'achat. Le 31-12-2005. Donc le 31-12-2005, qu'est-ce qui se passe? On est obligé, vous êtes d'accord, de constater l'enregistrement comptable et l'enregistrement dérogatoire, puisqu'ici, qu'est-ce qu'il y a? Ici, il y a une différence entre le fiscalement autorisé, le dégressif, et le comptable, le constant. Donc, le 31-12-2005, on enregistre 681 à 28-154. Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'il n'y a aucun problème? À 28-154, pourquoi? Pour 4166-67, c'est-à-dire l'amortissement comptable que nous avons dans notre tableau. Ensuite, le 31, alors 681 à 28, le 31-12-2005, donc à la même date, 687 à 145, pourquoi? Pour l'amortissement dérogatoire, qui est égal à la différence pour la première année, vous l'avez dans le tableau, entre l'annuité fiscalement autorisée, c'est-à-dire 7 291,67, moins l'annuité comptable, 4 166,67, ça fait 3 125. Jusque-là, c'est exactement comme d'habitude. D'accord? J'aurais pas parlé de subvention, c'est exactement ce que vous auriez fait, on est bien d'accord. Donc ça, c'est pas un scoop, on l'a déjà vu. Simplement, là, voilà, il y a une écriture nouvelle à cause de la subvention d'investissement qui a été perçue. 139 à 777. Vous vous souvenez, quand on a reçu la subvention, l'écriture d'avant, on avait mis le 441 à 13, d'accord, pour 100 000 euros, c'est-à-dire la totalité de la subvention. Eh bien, regardez bien, qu'est-ce qu'on va faire? Chaque année, d'accord, on va diminuer le compte 13 par le compte 139 et on va créditer le compte 777 pour combien? Alors, 2916,67. Ce n'est pas le montant qui est important, c'est comment on l'a calculé. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Subvention d'investissement accordée pour une IMO amortissable, elle se rapporte à l'exercice en faisant quoi? L'annuité fiscalement autorisée multipliée par le montant de la subvention sur la valeur de l'IMO. Regardez, hein. Réintégration de la subvention proportionnellement aux amortissements fiscalement autorisés de 2005. 7 291,67, c'est l'amortissement fiscalement autorisé, c'était bien le dégressif. Nous l'avions dans notre tableau, multiplié par 100 000 sur 250 000, c'est-à-dire 1 sur 2,5, si vous préférez, c'est 100 000 la subvention, sur 250 000 la valeur d'entrée de l'IMO. Donc ça veut dire que vous allez réintégrer au titre de l'année 2005 2916,67. Est-ce que vous comprenez l'intérêt pour l'entreprise? Si elle ne fait pas ça, elle va être imposée sur combien? Sur 100 000 euros pour l'année 2005. Alors que là, elle va étaler cette subvention sur la durée des amortissements fiscalement autorisés. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Puisque c'est proportionnel aux amortissements fiscalement autorisés. On est d'accord? Ça, c'est pour 2005. Ensuite, 2006. 2006, qu'est-ce qu'on fait? Toujours la même chose. Je vais au bout du raisonnement. 2006, à la fin du deuxième exercice. 680 à 28 pour les amortissements comptables. La deuxième annuité, je l'ai sous les yeux. Et vous aussi, c'est bien 50 000 euros. On est bien d'accord. Ensuite, le 31-12-2006, les amortissements dérogatoires. La différence entre l'annuité 2006 fiscalement autorisée, 84 947,92. Et l'annuité comptable 50 000, ça fait bien 34 947,92. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ensuite, regardez bien, 31-12-2006, 139 à 777, 33 919,17. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la reprise de la subvention proportionnelle aux amortissements fiscalement autorisés de l'année 2006. C'est combien les amortissements fiscalement autorisés de l'année 2006? Vous l'avez dans le tableau, le dégressif, c'était bien 84 947,92. Donc 84 947,92 fiscalement autorisés, multiplié par 100 000 sur 250 000, ça fait 33 979,17 ici. On est bien d'accord? Alors, pour 2007, on ne va pas recommencer parce que c'est exactement, vous l'avez compris, exactement le même principe, bien entendu. Le comptable, le dérogatoire, la reprise de la subvention proportionnelle à l'amortissement fiscalement autorisé, ça c'est pour 2007.
Pour 2008, toujours exactement la même chose, le comptable, le dérogatoire, et ensuite la reprise de la subvention proportionnellement à l'amortissement fiscalement autorisé de l'année 2008, c'est-à-dire 51 272,13. Est-ce que vous êtes d'accord? Là, on est à l'année 2008. Très bien. Pour l'année 2009, alors, pour l'année 2009, 681 50 000, le comptable, le dérogatoire, alors pour l'année 2009, c'est 1272,13. La reprise d'amortissement pour l'année 2009, regardez bien, proportionnelle aux amortissements fiscalement déductibles de l'année 2009, exactement toujours la même chose, on est tous d'accord. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe pour l'année 2010? Alors faites bien attention, pourquoi? Parce que pour l'année 2010, 681 à 28 154 pour l'annuité comptable de la dernière année, il n'y a pas de souci majeur, en tout cas je l'espère. Le 31-12, donc à la même date bien sûr, l'amortissement dérogatoire, mais vous avez vu que dans votre tableau d'amortissement, pour l'année 2010, qu'est-ce qui se passe pour l'année 2010? Fiscalement, c'était terminé, puisque je vous rappelle que en constant, si le bien a une durée de vie de 5 ans, s'il a été acheté en cours d'année, il va y avoir 6 annuités d'amortissement. Je vous rappelle qu'en dégressif, quelle que soit la date d'achat dans l'année d'une IMO, si le bien a une durée de vie de 5 ans, ce qui est le cas ici, il n'y a que 5 annuités d'amortissement. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, regardez bien, donc l'amortissement dérogatoire de l'année 2010, obligatoirement, c'est quoi l'amortissement dérogatoire? Regardez toujours les mêmes choses. C'est l'amortissement fiscalement déductible. Pour l'année 2010, fiscalement déductible, combien? 0. D'accord? Vous l'avez dans votre tableau. 0. Il n'y a pas d'amortissement dégressif en 2010. Moins l'amortissement économiquement justifié, si vous voulez, le comptable, donc le constant, ça fait bien la même somme. Vous allez me dire, oui, mais là, je ne comprends pas parce que vous ne nous faites pas un retour comme vous avez fait jusqu'à présent, pour 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, vous ne nous faites pas le coup du 139 à 777. Ben, c'est normal. Pourquoi? L'écriture 139 à 777, c'est pour quel montant, je vous ai dit? L'amortissement fiscalement déductible multiplié par la subvention divisée par la valeur d'entrée de l'IMO. On est bien d'accord. Mais pour l'année 2010, il n'y a pas de fiscalement déductible, puisque c'est 0. Donc on ne passe pas cette écriture. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que, vous allez le comprendre quand je vais vous montrer les contentés, pour bien que vous compreniez le principe, mais ça veut dire qu'en fait, fin 2009, on avait repris la totalité de la subvention qu'on avait reçue. D'accord? En revanche, fin 2010, vous vous souvenez, ça va faire sourire certains, un de mes leitmotifs, un compte ne disparaît pas tout seul. Le compte 13 que nous avions crédité lorsque on nous avait octroyé la subvention en 2005, le compte 13, il continue d'exister. Vous avez remarqué que le compte 13, je ne l'ai pas utilisé en dehors du jour où on m'a octroyé la subvention. Vous allez me dire, si, monsieur, vous avez pris le 139. Ah non, on ne fait pas histoire de l'art, là. Hein. Le 13, c'est pas pareil que le 139. C'est pas le même compte. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, le compte 13, à la fin de la vie de l'IMO, je le débite, conséquence, il n'existe plus. Regardez le montant, 100 000. Je vous rappelle que, je ne sais plus, on va dire en octobre 2005, hein, c'est ça je crois, lors de l'octroi de la subvention, qu'est-ce qu'on avait passé? 441 à 13 pour 100 000. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc si je veux le supprimer, même si c'est 5 ou 6 ans plus tard, il faut que je le débite de 100 000. Conséquence, juste après ce compte 13, si je le débite, le compte 13 n'existe plus. Mais le compte 139, lui, tous les ans, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai débité et je l'ai crédité par le compte 777, puisque chaque année, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, qu'est-ce que j'ai fait? 139 à 777, est-ce que vous êtes d'accord? Le 139, il faut bien que je le supprime, une fois que l'IMO est totalement amorti. Donc je crédite le compte 139 pour 100 000. Conséquence,
après avoir passé cette dernière écriture, on solde bien les comptes 13 et 139. Attention, beaucoup d'étudiants oublient de passer cette dernière écriture. Alors, ce n'est pas une catastrophe internationale, d'accord? Parce que si vous oubliez de passer cette écriture, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, que ces deux comptes continueront d'exister. Le compte 13 sera toujours créditeur de 100 000 et le compte 139 sera toujours débiteur de 100 000. Or, quand on a fini d'amortir l'IMO, on ne doit plus faire apparaître les comptes 13 et les comptes 139. C'est pour ça qu'on les solde à la fin. Mais je veux être sûr que vous compreniez bien le principe. Regardez bien. Comme souvent, quand vous avez un problème avec des comptes, je vous conseille de réouvrir les fameux comptes en T. D'accord, que beaucoup de gens méprisent parce que c'est trop facile, mais justement, je préfère revenir à des choses simples que vous allez, comme ça je suis sûr que vous allez comprendre. Regardez bien. J'ouvre les comptes en T. Le compte 13, on l'a bien crédité de 100 000 le 1er octobre 2005. Est-ce que vous êtes d'accord? Après le compte 139, vous pouvez reprendre les écritures que l'on vient de passer. Je vous ai mis les dates, 31-12-05, 06, 07, 08, 09. Regardez bien. On l'a repris pour, successivement, 2916-67, 33 000, etc., etc. Donc, vous voyez, ça fait aussi 100 000. Vous voyez ça, le 139, là? C'est la part de la subvention qu'on a ramenée au résultat et que l'on impose chaque année. Vous voyez qu'au bout de 1, 2, 3, 4, 5, on a été imposé à hauteur de 100 000 euros. Exactement le montant de la subvention qu'on a perçue. Conséquence, vous comprenez mieux pourquoi, si je veux solder ensuite le compte 13 et le compte 139, eh bien, le 13, il faut le débiter, et le 139, il faut le créditer de 100 000. Vous voyez, si vous prenez le compte en T, d'un seul coup, enfin, en tout cas, j'espère, ça c'est clair. Alors, juste une remarque, et un peu délicate, je le reconnais, il faut bien que vous compreniez quelque chose, c'est qu'il se trouve que dans un bilan, écoutez-moi bien, je vous ai dit, les comptes de bilan, à solde fin de période débiteurs vont à l'actif, et les comptes de bilan à solde fin de période créditeurs vont au passif. On est d'accord? Il y a quand même, rappelez-vous ce qu'on a dit, 2-3 exceptions. Alors, ici, ça en fait partie des exceptions. Je vous rassure, arithmétiquement, ça revient au même. Regardez bien. Le compte 13, je ne parle pas de la dernière écriture, hein, mais quand on a reçu la subvention, on a fait 441 à 13. Le compte 13, c'est un compte de bilan, puisqu'il commence par 1. Il a forcément ici un solde fin de période créditeur. Un compte de bilan à solde fin de période créditeur va au passif. Voilà pourquoi les subventions d'investissement, vous les voyez apparaître au passif dans les capitaux propres. Très bien. Maintenant, le compte 139. Est-ce que vous voyez que chaque année, on le débite? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, si je prenais, par exemple, le 31-12-05, j'ai débité le compte 139 de 2916,67. Conséquence, le compte 139, qui est un compte de bilan, il commence par 1, a bien un solde ici débiteur de 2916,67. Donc, normalement, un compte de bilan, c'en est un, à solde fin de période débiteur, devrait aller à l'actif. Et là, ça fait partie des 3 exceptions, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Concernant les subventions d'investissement, ce qui apparaîtra au bilan, ça sera la différence entre le compte 13, donc le solde créditeur du compte 13, et le solde débiteur du compte 139. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement, qu'est-ce qu'on devrait faire? Regardez bien. Je devrais mettre 100 000 au passif, et 2916,67 à l'actif. Vous êtes d'accord? Le 139 devrait aller à l'actif. Compte de bilan à solde fin de période débiteur. Est-ce que vous êtes d'accord? Eh bien, au lieu de faire ça, regardez bien ce qu'on fait. On va venir diminuer l'actif du côté du passif. Comme ça, il n'y a qu'un seul poste qui apparaît. Est-ce que c'est d'accord sur le... Est-ce que vous comprenez sur le principe? D'accord? C'est pas assez clair? Alors, on continue encore. Remarque, au bilan, au passif apparaît en subvention d'investissement la différence entre le compte 13 et le compte 139. Je vous montre ici, pour que ce soit bien clair, par exemple, le bilan au 31-12-2007 après inventaire. Attention, hein, tous les mots ont leur importance. Hein, après inventaire. Très bien. Donc, je vous rappelle que tout ce qui concerne les subventions d'investissement, ça apparaît au passif. En 2007, on voit apparaître 41 017,70.
Certains d'entre vous pourraient se dire, mais c'est comme d'où il sort ça? Je vous rappelle ici, je vous remets le compte en T, d'accord? Je vous rappelle, je vous dis que dans le compte subvention d'investissement, on fait apparaître au bilan la différence entre le 13, qui était créditeur, et le débit, le solde débiteur du compte 139. Regardez en 2007. Le 13, on l'avait crédité, le 1,10,05 de 100 000. Je demande au 31-12-2007, après l'inventaire 2007, bien entendu. Le 139, regardez bien, je l'ai débité en 2005, en 2006 et en 2007. Est-ce que vous me suivez? La somme des trois, ça fait 58 982,30. Conséquence apparaît au bilan, c'est quoi 41 017,70, vous me suivez? C'est tout simplement 100 000, le compte 13, moins le solde du 139 à cette date-là. Est-ce que vous me suivez? Regardez pour l'année 2006. Il apparaissait 63 104,16 dans le bilan. C'est quoi ça? Exactement le même principe. 100 000 moins, regardez bien, les investissements, la subvention d'investissement qui ont été reprises en 2005 et en 2006. Est-ce que c'est clair? Voilà pourquoi, à la fin de la vie du bien, en fait, sur la ligne subvention d'investissement, il apparaîtra zéro, puisque le compte 13, il sera créditeur de 100 000, le compte 139, il sera débiteur de 100 000, comme au bilan, d'accord, il n'apparaît que le solde entre la différence entre les deux, 100 000 moins 100 000, ça fait bien zéro. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous les reprenez après? Eh oui, parce que ce n'est pas parce que le solde fait zéro que le compte n'existe pas. Voilà pourquoi, la dernière écriture, on supprime le 13, on le débite pour 100 000, et le 139, on le crédite, je dis bien, pour 100 000 aussi, comme ça, non seulement ça n'apparaît pas au bilan, mais en plus, les comptes sont définitivement soldés. On est d'accord? Ça, c'était les subventions d'investissement obtenues pour acheter des éléments amortissables, donc des machines, des constructions, etc., etc. On va voir, bien entendu, qu'il y a une autre possibilité, c'est les subventions d'investissement, ou la subvention d'investissement qu'on a perçue, est liée à des éléments non amortissables. Alors, par exemple, le grand classique, c'est quoi? C'est pour acheter un terrain. Vous percevez des subventions pour acheter un terrain. Dans ce cas, l'étalement se fait. Alors, écoutez-moi bien, il y a deux cas de figure. Soit par fraction égale sur le nombre d'années pendant lesquelles les IMO sont inaliénables. Alors, inaliénable, ça veut dire qu'on ne peut pas aliéner, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas enfermer à l'hôpital psychiatrique, c'est pas ça le terme. Aliéner d'un point de vue juridique, ça veut dire qu'on ne peut pas les vendre. D'accord? Donc, dans ce cas, l'étalement, donc la reprise de la subvention, c'est soit par fraction égale sur le nombre d'années pendant lesquelles les IMO sont inaliénables, c'est-à-dire que l'on ne peut pas les vendre pendant cette période, ça, vous ne pouvez pas l'inventer, on est obligé de vous le dire, et soit par dixième, si aucune clause d'inaliénabilité n'est prévue dans le contrat. Est-ce que c'est clair? Regardez bien, c'est simple. Je vous dis, vous percevez, je vous accorde une subvention d'investissement pour l'achat d'un terrain. Ce terrain, c'est bien une IMO non amortissable pour vous. D'accord? Lors de l'octroi, toujours la même écriture, ça ne bouge pas. Mais le problème, c'est que cette subvention n'est pas amortissable. Donc je ne peux pas ramener la subvention chaque année en fonction des amortissements, puisqu'il n'y en a pas. Mais on a le droit de l'étaler quand même. Premier cas de figure, je vous dis, vous n'avez pas le droit de vendre cet IMO pendant 5 ans. Vous allez reprendre la subvention sur 5 ans. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Deuxième cas, je ne parle pas de clause d'inaliénabilité. Dans ce cas-là, c'est 10 ans. D'accord? Vous avez compris le principe? Attention, dans ce deuxième cas, alors ce que je dis là, c'est juste à titre d'information parce qu'on ne vous embêtera pas, parce que c'est un problème fiscal. Dans ce deuxième cas, il existe, comme souvent, une divergence entre le traitement comptable et le traitement fiscal selon qu'il existe ou non une clause d'inaliénabilité. C'est-à-dire que comptablement, on fait une chose et fiscalement, on fait autre chose. D'accord? Dans ce cas-là. Pour la fiscalité, là, dans ce cours, vous vous embêtez pas. Moi, ce qui compte, c'est le côté comptable, bien entendu. D'accord?